Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Nouveau rejet du projet de loi de finances rectificative au Sénat après une séance pleine de rebondissements. C'est dans ce texte que l'exécutif veut faire passer une surtaxe exceptionnelle sur les entreprises pour compenser la censure du Conseil constitutionnel. Les sénateurs n'en veulent pas. Les explications dans cette édition. Emmanuel Macron appelle à une mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers. Le chef de l'État a dévoilé sa vision de la politique de la ville lors d'un discours prononcé à Tourcoing, une des communes les plus pauvres de France. Il promet que personne ne perdra le moindre crédit en 2018. Le détail dans un instant. Et la politique de la ville, ce sera un des thèmes abordés lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement, avec 3 interpellations, dont celle, vous allez l'entendre, de l'ancien ministre socialiste Patrick Kanner. C'est à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne dans un quart d'heure. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à tous nos débats avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le Sénat vient donc une nouvelle fois de rejeter le projet de loi de finances rectificative. Après une séance pleine de rebondissements, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek dans l'hémicycle. Vous avez suivi pour nous cette séance. Saveria, que s'est-il passé ? Absolument Delphine, eh bien, les sénateurs étaient en train d'examiner une nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative après l'échec de la CMP, la commission mixte paritaire. En première lecture, on le sait, les sénateurs avaient supprimé cette surtaxe exceptionnelle pour les entreprises destinées à compenser la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes. Le texte était donc examiné cet après-midi par les sénateurs. Une question préalable destinée à rejeter le texte dans son ensemble avait été déposée. Cette question préalable n'a pas été adoptée à la surprise générale. Les sénateurs ont donc continué l'examen du projet de loi de finances rectificative. Et finalement, le texte, le projet de loi de finances rectificative a été rejeté dans son ensemble par les sénateurs, y compris bien sûr Delphine, cette fameuse surtaxe exceptionnelle sur les dividendes. Voilà donc pour cette séance un peu agitée à l'instant. Merci à vous Saveria et je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Vincent Eblé, c'est le président socialiste de la commission des finances du Sénat. Il répondait aux questions de Tam Tranui, on l'écoute. Oui, Vincent Eblé. Alors finalement, au terme d'une séance à rebondissement, ce projet de loi de finances rectificative a été rejeté par le Sénat. Ce texte qui instaure une surtaxe sur les sociétés pour compenser au moins partiellement la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes. Et le groupe socialiste a joué un rôle très important. On a vu en séance que selon les positions du groupe socialiste, les articles, le texte lui-même pouvaient être adoptés ou rejetés. Donc on a bien senti la position centrale des collègues du groupe socialiste sur cette question. Effectivement, puisque le groupe socialiste a permis donc l'adoption de l'article 1er, article central, mais a également permis le rejet final du texte puisque vous vous êtes abstenu. Oui, l'article 1er, c'est l'article sur la recette. 5 milliards d'euros de recettes payés par les très très grosses entreprises à plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, par esprit de responsabilité sur l'équilibre budgétaire des comptes de la nation, il nous a semblé nécessaire de voter cet article, même si nous avions un certain nombre de critiques, par exemple sur le niveau de taxation des banques mutuelles qui ne distribuent pas de dividendes et qui sont taxées à haut niveau. Mais de façon générale, nous avons considéré qu'il était nécessaire de voter cet article. Par contre, nous avons voté, non pas contre, mais nous nous sommes abstenus sur l'ensemble de la loi, ce qui a entraîné un rejet du fait du vote des autres groupes politiques. Nous l'avons fait en raison de la présence dans l'ensemble de la loi de l'article 5, qui est un article sur les décrets d'avance, et je dirais qu'il ne nous convenait pas du tout politiquement. On a développé dès la première lecture nos critiques sur ce point, et donc nous ne pouvions pas voter la loi dans son ensemble, et elle a donc été rejetée. Le contexte de l'examen de ce texte est aussi le rapport de l'inspection générale des finances qui a été remise hier et qui estime qu'il n'y a pas eu une responsabilité totale de l'ancien gouvernement, que ce n'était pas un fiasco de l'ancien gouvernement, mais qu'il y a eu des responsabilités plurielles. Ça vous satisfait, j'imagine? Je l'ai ici, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai lu également la lettre d'accompagnement du ministre Le Maire. Et après qu'il ait parlé d'un scandale d'État sur cette affaire, ce sont des propos tout à fait abusifs, puisque dans son courrier, il nous dit
ce qui va désormais être nécessaire de modifier à cause de ce scandale d'État. Donc c'est un renforcement de la sécurisation de la procédure d'élaboration de la loi fiscale, davantage de transparence sur les risques de contentieux et la remise à plat du dispositif administratif de suivi du contentieux fiscal. Ce n'est pas la sévérité. Toute chose qui n'illustre pas un scandale d'État. Donc on voit bien que les propos du ministre, il y a quelques jours, avaient véritablement dépassé sa pensée. Et maintenant qu'on a le rapport qu'il a lui-même commandé de l'inspection générale des finances et ce courrier de diffusion du dit rapport, on voit bien que les choses sont revenues à une appréciation beaucoup plus modérée. Donc il n'y a pas véritablement de scandale d'État dans cette affaire. Il y a juste un dysfonctionnement qui est assez classique. Il arrive qu'au Parlement, on vote des textes de loi qui ensuite sont invalidés par le Conseil constitutionnel. C'est arrivé de très nombreuses fois et à tous les gouvernements, si je puis dire, et à toutes les majorités politiques. Voilà. C'est une attaque politique avec laquelle il n'était finalement plus à l'aise. Je pense que oui. Et peut-être que s'il avait été moins agressif à l'égard de l'ancien gouvernement, cela aurait pu éventuellement changer l'état d'esprit des élus socialistes de la Haute Assemblée sur l'examen de ce texte de loi, qu'ils ont démarré avec une petite colère rentrée, si je puis dire. Merci beaucoup Vincent Eblé d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et justement, vous venez d'en parler avec votre invité, Vincent Eblé. Le vote du Sénat intervient dans ce contexte de publication du rapport de l'Inspection générale des finances qui avait pour objectif de déterminer les responsables dans ce qui a été qualifié, on vient d'entendre par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, de véritables scandales financiers. Jean Brabier. Le désaccord entre le Sénat et l'Assemblée persiste sur le projet de loi de finances rectificative. Pas question pour la droite sénatoriale de voter la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises pour compenser la taxe sur les dividendes censurée par le Conseil constitutionnel. Un nouveau rejet alors que la polémique sur cette taxe instaurée en 2012 puis récemment censurée rebondit avec le rapport de l'Inspection générale des finances. Un document commandé par le ministre Bruno Le Maire qui évoque un scandale d'État. Mais le rapport de l'IGF est bien plus mesuré que les propos du ministre puisqu'il pointe des responsabilités plurielles dans l'administration, au gouvernement, mais aussi parlementaire. De quoi réjouir les socialistes aux manettes à l'époque. Un rapport indiscutable, objectif et honnête pour Michel Sapin, mais le rapport souligne toutefois qu'en 2015, les signaux d'alerte étaient plus nombreux et pourtant le gouvernement n'avait pas réagi. Un point sur lequel Bruno Le Maire est revenu en séance cet après-midi. Je pense qu'à partir de 2015, il était clair que cette taxe était contraire au droit européen, que les risques d'annulation étaient réels et la menace pour les finances publiques considérable. Autre critique du rapport, la rapidité avec laquelle le dispositif avait été improvisé en 2012, ne permettant pas une analyse sérieuse des risques juridiques. Un argument repris par la droite sénatoriale qui veut en faire une leçon. À chaque fois, on essaye de faire des choses un peu trop compliquées ou trop bricolées. Et surtout dans l'urgence, de manière très vulgaire, on se plante. Avec la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises voulue par l'exécutif pour compenser en partie les 10 milliards d'euros à rembourser, les services de Bercy promettent qu'aucun risque juridique n'existe. Une précision utile mais qui n'aura pas suffi à faire changer d'avis la majorité sénatoriale qui a rejeté pour la deuxième fois ce dispositif. Et on retourne dans l'hémicycle où nous attend Saveria Rojek. Saveria, un hommage solennel à Georges Clemenceau va être rendu cet après-midi en séance. Absolument Delphine, l'hommage qui vient tout juste d'ailleurs de débuter derrière moi, un hommage à Georges Clemenceau qui fut bien sûr sénateur du Var pendant 18 ans de 1902 à 1920. Clemenceau, une des grandes figures du Sénat, mais également bien sûr de la Troisième République. Je vous propose tout de suite d'écouter le président du Sénat, Gérard Larcher. Le président de la commission de l'armée au Sénat était nommé président du Conseil par le président Raymond Poincaré. La France paraît alors à bout de force. Les morts se comptent par centaines de milliers. Les combattants sont épuisés. Des mutineries éclatent. L'arrière est affecté par des grèves et des pénuries alimentaires. Alors que le doute s'installe, Georges Clemenceau rassemble toutes les énergies du pays en vue de la victoire. Combatif et déterminé, il résume son objectif sur le plan intérieur comme extérieur en un seul mot d'ordre: je fais la guerre. Le président du Conseil, accompagné de son chef de cabinet, Georges Mandel, multiplie les visites dans les tranchées
ignorant les balles qui sifflent autour de lui, sous le regard d'abord étonné, puis admiratif des soldats, des poilus. Georges Clemenceau restaure alors la confiance et le courage, non seulement des troupes, mais aussi des élites politiques et intellectuelles tentées par le défaitisme. Dès lors, ce travailleur infatigable consacre ses jours et ses nuits à son combat. Il ne quitte son bureau de la rue Saint-Dominique que pour le front et pour le Parlement. Accompagné de son sous-secrétaire d'État à la guerre, Jules Jeanneney, qui deviendra par la suite président du Sénat en 1932, il soumet ses actes au contrôle des commissions des deux assemblées. Il ne fuit jamais les débats publics et affronte la question de confiance qui lui est à chaque fois accordée. Il répète qu'il n'a de compte à rendre qu'au président de la République et aux chambres. Le 17 septembre 1918, dans notre hémicycle ici même, il déclare « Que voulons-nous ? Combattre, combattre, victorieusement encore et toujours, jusqu'à l'heure où l'ennemi comprendra qu'il n'y a plus de transaction possible entre le crime et le droit. » Le maréchal Foch lance alors 3 offensives qui seront déterminantes. Le 11 novembre 18, cet homme de 77 ans, courbé, monte à la tribune de l'Assemblée pour annoncer la victoire. Grâce à lui, la France retrouve sa place dans le monde pour poursuivre, dit-il alors, sa course magnifique pour le progrès humain. Il allume cette flamme de la résistance, cette flamme de la résistance qui ne s'éteindra pas. Le 11 novembre 1941, de Londres, le général de Gaulle s'adresse à Georges Clemenceau, et je le cite, « Au fond de votre tombe vendéenne, Clemenceau, vous ne dormez pas, car la vieille terre de France qui vous enterre pour toujours tressaillit avec colère, tandis que le pas insolent de l'ennemi et la marche feutrée des traîtres foulaient le sol de la patrie. Quand la victoire sera gagnée et que justice sera faite, les Français viendront vous le dire. Alors, avec tous les morts dont est pétrie la terre de France, vous pourrez dormir en paix. » Charles de Gaulle, le 12 mai 1946, vient se recueillir sur sa tombe à Mouchamps, en Vendée. Et il vient, en quelque sorte, lui annoncer la victoire. C'était une fois encore la victoire du courage face au renoncement. Ce courage dont nos soldats font preuve aujourd'hui au Sahel, au Levant et au quotidien sur notre terre de France. Le courage de ces jeunes tombés dans les sables du désert, tout comme leurs frères d'âme du même âge, tombés il y a un siècle en Artois, dans la Somme, à Verdun et ailleurs. Ce courage, nous le devons à Clemenceau, qui sut faire vibrer au sein de notre hémicycle ce véritable élan. Non, je reprends sa formule, il n'y a plus de transaction possible entre le crime et le droit. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Voilà le message de Clemenceau. Merci mes chers collègues. La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur notre site internet et sur Facebook. Chacun portera les valeurs essentielles du Sénat dans ces temps de débat et d'échange, le respect des uns et des autres, et d'une manière pragmatique, le respect du temps. La parole est maintenant à notre collègue Madame Esther Benbassa pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Mais si Monsieur Thierry Carcenac est disponible pour le groupe socialiste et républicain, je le remercie. Je l'invite à poser sa question.
Mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, vous avez confirmé l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source, levant ainsi l'incertitude sur l'avenir de la réforme engagée par le précédent gouvernement. C'est une excellente nouvelle qui constitue une modernisation sans précédent du recouvrement de l'impôt sur le revenu. Pour nos concitoyens, elle permet de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus. C'est également une mesure de justice qui protège ceux dont le revenu évolue. Chaque année, 30% des contribuables sont concernés. Toutefois, Monsieur le ministre, suite à votre annonce ce lundi à Toulouse, il demeure quelques interrogations. La mise en place au 1er janvier 2019 s'inscrira-t-elle dans la continuité du dispositif prévu par le précédent gouvernement, dont les objectifs étaient, je le rappelle, l'adaptation de l'impôt à la vie professionnelle de nos concitoyens, ainsi qu'une meilleure répartition de l'impôt dans l'année, puisqu'elle sera désormais étalée sur 12 mois. Autre interrogation, suite à votre annonce, le coût pour les entreprises. En effet, vous aviez justifié le report d'un an de la mise en place du prélèvement en raison d'un coût insupportable pour les entreprises. J'espère qu'aujourd'hui ce problème est résolu, sachant que dans le dispositif initial, il était prévu le déploiement de la déclaration sociale nominative, dont on nous dit aujourd'hui que sa mise en œuvre se passe dans les meilleures conditions. Autre interrogation, pouvez-vous confirmer la division par 2 de l'amende applicable en cas d'erreur de la part des employeurs, tel que vous l'avez indiqué lundi? Cette annonce sera en effet de nature à rassurer les entreprises et plus particulièrement les plus petites. Enfin, qu'en sera-t-il de l'année blanche? Cette disposition concernera-t-elle l'ensemble des revenus, ce qui aurait le mérite de la simplicité, ou allez-vous prévoir des dispositifs dérogatoires qui entraîneront complexité et donc source d'erreur? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Gérald Darmanin. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, comme vous l'avez évoqué, et suite au débat que nous avons eu ici au début de la nomination du gouvernement, nous avons donc confirmé effectivement qu'au 1er janvier 2019, après un an de report, l'impôt à la source sera mis en place. Et je voudrais ici remercier tous les agents de la DGFiP qui ont travaillé sous l'ancien gouvernement comme sous celui-ci pour que cet impôt, qui est recouvert aujourd'hui, l'impôt sur le revenu à 98%, puisse se faire dans les meilleures conditions de simplicité et effectivement au service des contribuables, dont quasiment la moitié de ceux qui payent l'impôt sur le revenu voient leurs revenus fluctuer. Et je pense que c'est une mesure de simplicité pour eux. Cependant, nous avons eu raison, Monsieur le sénateur, et on a vu ces débats, rappelez-vous, de reporter d'un an à la demande du Premier ministre la mise en place de cet impôt à la source. Ce rapport de l'Inspection générale des finances et du cabinet Mazars prévoit en effet que si nous avions mis en place au 1er janvier 2018 l'impôt à la source, il y aurait eu de graves risques de défaillance. Et je crois que ce n'était pas à mettre du côté des agents de la fonction publique, mais bien devant la révolution que vous évoquez de simplification de cet impôt. Deuxième sujet, nous avons fait un phase de test en grandeur réelle avec plus de 600 entreprises. À Toulouse, je suis allé avec beaucoup de vos collègues rencontrer une des entreprises qui avait quelques centaines de salariés qui a mis en place cette phase test, plus de 600 collecteurs, les collectivités locales, les associations employeurs, les entreprises. Et cette phase test a des conclusions qui nous permettent quand même d'améliorer ce dispositif. Alors il y avait un rapport sénatorial qui évoquait plus d'1 milliard de coûts pour les entreprises. L'évaluation est plutôt autour de 300 millions. Oui, je confirme qu'il faut diviser par 2 l'amende. Ce sera présenté dans le PLFR. Oui, il faut généraliser la DSN. On est à 97% aujourd'hui, j'espère à quasiment 100% à la fin de l'année. Et oui, nous allons prendre des mesures dans le débat parlementaire et j'y serai très ouvert aux amendements pour simplifier la vie des entreprises, notamment des plus petites d'entre elles, afin de réduire le plus possible ce coût et rendre ce service à nos concitoyens. Monsieur le ministre, 9 secondes. Mot pour partager avec Monsieur le ministre le remerciement du grand professionnalisme des agents des impôts. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Esther Benbassa pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles refuseraient l'entrée sur leur territoire d'élus français, dont 7 parlementaires issus des diverses gauches qui s'apprêtaient à se rendre en Israël pour porter un message de paix et de fraternité et afin d'alerter sur la situation des prisonniers politiques palestiniens. Cette délégation entendait également rencontrer l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri en détention administrative en Israël depuis 84 jours. Le motif de ce refus d'entrée serait d'abord le supposé soutien de la délégation au mouvement international boycott des investissements sanctions, connu sous le nom de BDS. Qui vise à dénoncer et à punir la poursuite de l'occupation en Cisjordanie. Le soutien supposé des responsables politiques concernés au BDS est loin de constituer une menace pour Israël et il relève des convictions personnelles de chacun. Il s'agit de prétextes de dernière minute, vu que ce voyage initié par l'association Jumelage Palestine-France, AJPF, avait été préparé en collaboration avec le consulat français de Jérusalem. Que compte faire le gouvernement français pour remédier à cette décision inique? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Esther Benbassa. Effectivement, comme vous l'indiquez, les autorités israéliennes viennent d'annoncer qu'elles n'autoriseraient pas des parlementaires français, parlementaires européens, à venir dans le cadre de la visite organisée par une association qui avait annoncé qu'elle se rendrait avec un certain nombre de ses parlementaires pour rencontrer Marwan Barghouti et Salah Hamouri, tous deux emprisonnés. Alors, on peut regretter cette décision israélienne, elle en reste néanmoins souveraine. Alors, de façon générale, la France souhaite ardemment que les parlementaires puissent avoir accès aux personnes qu'ils souhaitent rencontrer lors de leurs déplacements, que ce soit à Israël ou dans les autres pays du monde, naturellement. Notre consulat général, d'ailleurs, était intervenu pour appuyer cette demande, de la même façon que notre consulat général est mobilisé au quotidien, je peux vous le dire, s'agissant de la situation de Salah Hamouri. Il lui a rendu visite sur son lieu de détention, il a assisté à l'ensemble des audiences publiques auxquelles il a comparu et nous avons signalé aux autorités israéliennes, je peux vous le dire pour l'avoir fait personnellement, toute l'attention que nous portons à ce cas, parce qu'il pose un problème plus large, qui est le recours extensif à la détention administrative. Ce qui fait que nous ne savons pas d'ailleurs quels sont les griefs qui sont retenus contre M. Salah Hamouri. Donc nous demandons instamment aux autorités le respect de ses droits, naturellement. Nous espérons que sa libération puisse intervenir. Et donc vous le voyez, Madame la sénatrice, nous sommes pleinement mobilisés. Et j'ajouterais que cela ne doit pas nous décourager et que la France continue à porter aussi une parole de paix et d'apaisement avec des initiatives culturelles, que ce soit dans les territoires palestiniens, ouverture d'un lycée français à Ramallah, ou bien avec la saison culturelle croisée, France-Israël, et nous espérons que ce seront des ferments de paix et de compréhension. Je vous remercie. Madame Benbassa pour 15 secondes. En refusant l'entrée de cette délégation en Israël, le gouvernement de M. Benjamin Netanyahou ne fait que confirmer que les efforts pour la paix n'entrent pas actuellement dans ses objectifs. La France, me semble-t-il, ne devrait pas devenir complice en optant pour le silence. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Louis Lagourgue pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, vous le savez, la ville de Bonn accueille actuellement la COP23.
dernière échéance en date des négociations internationales sur le changement climatique. Un de nos collègues du groupe, Jérôme Bignon, y est d'ailleurs actuellement pour participer au débat. C'est un rendez-vous international de première importance puisqu'il vise à définir les modalités pratiques d'application de l'accord climatique de Paris signé à l'issue de la COP 21. Malheureusement, l'engagement de limiter le réchauffement global est aujourd'hui menacé. Menacé d'abord par la décision de l'administration américaine de se retirer de cet accord, au risque de fragiliser le consensus international sur l'urgence climatique. Menacé ensuite par la difficulté technique à tenir notre engagement d'un réchauffement climatique limité à 2 degrés à l'horizon 2100. Le 30 octobre dernier, à l'occasion de son rapport annuel sur les perspectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'ONU a présenté une simulation de réchauffement autour de 3 degrés. Cette situation a des conséquences directes pour notre environnement, conséquences exposées lors de l'examen du projet de loi sur les hydrocarbures. Nous avons ainsi invoqué ce qu'une hausse des niveaux des mers signifierait pour notre pays, transformation de la Camargue, de l'estuaire de la Gironde et autres, et bien entendu, engloutissement des côtes d'une large partie de nos territoires ultramarins, dont le département de la Réunion. Il faut donc agir vite et il ne faut pas baisser les bras. Tout au contraire, il faut redoubler d'efforts pour promouvoir des énergies propres et des pratiques durables. Le territoire de la Réunion est ainsi pleinement engagé dans cet effort de transition énergétique. 36% de la production électrique locale est fondée sur les énergies renouvelables. L'hydroélectricité. Faut conclure. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures que vous entendrez prendre pour poursuivre la transition énergétique et ne pas manquer le virage de cette révolution des mentalités et des pratiques? Pour répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Lecornu. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, permettez-moi d'excuser le ministre d'État Nicolas Hulot, qui se trouve effectivement actuellement à la COP 23 où il porte la voix de la France. Vous avez raison, Monsieur le sénateur. Il y a urgence à agir en matière de transition écologique et en matière de transition énergétique. C'est ce que les scientifiques hier ont rappelé dans le journal Le Monde. Mais la France d'outre-mer n'a pas besoin qu'on lui rappelle puisqu'elle vit très directement les dérèglements climatiques. Vous le savez vous-même à La Réunion. Le Premier ministre était dernièrement avec une délégation de ses ministres aux Antilles et nous avons encore pu constater à quel point l'avancée du trait de côte, le montée du niveau de la mer est un sujet extraordinairement préoccupant. La réponse de la France et du gouvernement depuis le mois de mai dernier agit sur 3 volets. D'abord, évidemment, le volet international. C'est la participation de la France à la COP 23. C'est le pacte mondial pour l'environnement en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est également, bien évidemment, le sommet du 12 décembre prochain pour fêter en quelque sorte l'anniversaire de l'accord de Paris, mais le rendre opérationnel et parler très clairement des financements à l'heure où les États-Unis d'Amérique se retirent peu à peu de cet accord. Il y a aussi, bien évidemment, un volet national. Le plan climat de Nicolas Hulot qu'il a proposé et présenté aux Français au mois de juillet dernier, le projet de loi portant interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures que vous avez discuté récemment, les mesures de transition pour les Français, y compris les Français les plus modestes, pour leur logement ou pour leur voiture, la préparation d'une prochaine programmation pluriannuelle pour l'énergie avec un nouveau mix énergétique pour lequel le gouvernement souhaite que le Sénat soit étroitement associé dans sa préparation. Bref, la réponse nationale est ambitieuse. Puis vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, il y a une réponse territoriale. C'est pour cela que le Premier ministre a validé une enveloppe exceptionnelle de 75 millions d'euros pour répondre à l'urgence pour les territoires à énergie positive, pour la croissance verte, pour lequel il y avait une difficulté de financement. C'est pour cela que nous développons les contrats de transition écologique pour l'année prochaine. La Réunion, d'ailleurs, pourra y candidater, Monsieur le Sénateur. Et c'est pour cela que nous souhaitons développer les énergies renouvelables, en particulier dans les Outre-mer. C'est le souhait également de Madame Girardin. Merci à tous. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Philippe Pemezec pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre d'État, ministre de l'Intérieur en charge des cultes. Monsieur le ministre, voilà 8 mois, chaque vendredi, dans les Hauts-de-Seine, à Clichy, chez notre collègue Rémi Muzeau, que plusieurs centaines de musulmans envahissent le trottoir pour faire leur prière juste en face de la mairie, qui est tout de même le symbole de la République. Cela fait 8 mois
que ces personnes refusent d'occuper des lieux qui pourtant sont prévus à cet effet sous des prétextes les plus fallacieux qui soient. Et cela fait 8 mois que l'État ne fait rien et laisse ce territoire abandonné. Et il a fallu qu'une centaine d'élus se manifestent et au chant de la Marseillaise fassent reculer cet abandon du territoire. Alors, Monsieur le Ministre, ma question elle est simple. Est-ce que vous comptez, oui ou non, faire quelque chose pour faire cesser cette situation? Et est-ce que vous comptez faire en sorte que les élus demain n'aient plus à se substituer aux forces de l'ordre pour tout simplement faire respecter l'ordre républicain? Merci, Monsieur le Ministre. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pemezec, vous avez rappelé ce qui se passe effectivement à Clichy à la suite d'une décision de justice. L'une des 2 salles de prière que comptait la ville de Clichy a été fermée le 22 mars dernier. Depuis, des prières de rue sont organisées par l'ancienne association gestionnaire, d'abord sur un rythme quotidien, désormais sur un rythme hebdomadaire. Personne ne peut se satisfaire de cette situation. Il revient au ministre de l'Intérieur de veiller au respect de la loi au sens général. À Clichy, il y a une décision de justice qui autorise la mairie à affecter les locaux de la rue d'Estienne-d'Orve à d'autres finalités. Cette décision de justice doit être respectée. Le week-end dernier, le maire de Clichy-la-Garenne a fait part de ce qu'il y avait eu des prêches avec des appels au meurtre et des tracts antisémites diffusés à l'occasion des prières. Monsieur le sénateur, ce n'est pas une provocation ce que je vous dis, mais un fait. L'État n'a pas connaissance de ces documents. J'invite donc tous ceux qui disposent de telles informations à en faire part à la justice et aux services de l'État, auxquels j'ai demandé de maintenir la plus grande vigilance. Dans le respect des conditions fixées par la loi de 1905, il faut bien sûr que toutes les religions puissent exercer de façon convenable leur culte. Une piste possible pour trouver un nouveau local pour l'association vient malheureusement d'échouer il y a quelques jours. J'ai demandé au préfet de poursuivre son travail en ce sens pour mettre très rapidement un terme définitif à la situation actuelle. Mais, Monsieur le sénateur, pour mettre fin à toute cette situation, nous comptons aussi, bien sûr, sur le maire de Clichy, car le maire de Clichy et le ministre de l'Intérieur doivent travailler de concert pour trouver une solution à ce problème. Vous avez combien de temps? Monsieur Pemezec. Je croyais, Madame la Ministre, que nombre d'élus étaient inutiles, mais je vois qu'en permanence vous faites appel à eux. Vous n'avez pas les mêmes informations. Je vous rappelle qu'à Clichy, il y a une église, deux églises, une synagogue et 2 lieux de prière pour les musulmans. Je crois que nous n'avons tout simplement pas la même conception de l'ordre public et pourtant un certain nombre de ceux qui sont ici ont été maires avant d'être ministres. Moi, la réalité, vous la connaissez, à certains endroits, en fait, nous sommes envahis par le fait religieux. Et cela provoque nos convictions, quelles qu'elles soient, cela provoque la liberté et notre démocratie. Alors, Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs du gouvernement, j'en appelle à vous pour restaurer la République en tout lieu des territoires, parce que selon moi, la République, et selon vous aussi, j'imagine, la République, elle est une et indivisible. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Olivier Henno pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Depuis plusieurs mois, nous attendions de la part du Président de la République et du gouvernement une vision et des perspectives en matière de politique de la ville. En effet, il est toujours plus pertinent, avant de démolir ou de passer un coup de rabot financier, de préciser sa vision, de définir une alternative et surtout
d'organiser un débat national pour que cette alternative soit la plus féconde possible. Le président de la République, en déplacement dans le Nord, a fait quelques annonces sur ce que nous pouvons considérer comme un énième plan en faveur des quartiers et territoires cumulant de nombreuses difficultés urbaines, sociales, de sécurité et d'emploi. Certaines pistes annoncées semblent sorties de ce que certains appellent l'ancien monde. Ceux qui pensent ça, d'ailleurs, je les invite à lire ou relire l'Ecclésiaste. Comment comprendre la création d'emplois francs quand au même moment, les collectivités et les associations des mêmes quartiers doivent faire face à des disparitions de contrats aidés? Des annonces ont été faites en matière d'éducation, de culture, de lutte contre la discrimination et d'accès aux services publics. Nous les partageons. Ces annonces, attendues par de nombreux acteurs dans nos territoires, laissent quand même un goût de trop peu. Alors, quelle vision en matière de sécurité, de logement et de services publics de l'emploi? Et enfin, quelle place et quelle concertation avec les territoires et leurs élus locaux? Il n'y a pas de fatalisme dans le domaine de la politique de la ville et j'ai encore à l'esprit les métamorphoses des quartiers qui avaient suivi le plan de Jean-Louis Borloo. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, éclairer notre Assemblée sur la vision à court, moyen et long terme en faveur des quartiers et des territoires les plus fragiles de notre République? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hainaut, le Président de la République s'est expliqué très clairement sur sa vision de la politique de la ville, qui est celle de tout le gouvernement, et il l'a fait en concertation avec, bien sûr, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. C'est un enjeu considérable. Un enjeu considérable, et ce qui se passe dans nombre de quartiers n'est pas le résultat de la politique qui est menée depuis 5 mois. C'est le résultat de au moins 50 années, au cours desquelles, malheureusement, un certain nombre de quartiers ont été marginalisés, avec aujourd'hui des constatations qui sont malheureusement difficiles, avec des problèmes de sécurité, avec des problèmes d'emploi, avec des problèmes d'éducation. Vous avez cité Jean-Louis Borloo. Nous avons pris la décision, mais Monsieur le sénateur, Monsieur le ministre, vous qui connaissez bien aussi cette politique-là, nous avons décidé de confier une mission à Jean-Louis Borloo qui va travailler avec moi et avec le secrétaire d'État Julien de Normandie. Nous avons voulu, et c'est l'expression du Président de la République, avoir une vision de rassemblement dans un dossier qui est une priorité nationale. Au nom de ce rassemblement, nous avons pris aussi la décision de nommer M. Klein, maire socialiste de Clichy, président de l'ANRU, car il est nécessaire, dans ce débat extrêmement important, de rassembler toutes les sensibilités, car il y a là une véritable priorité nationale. Vous avez rappelé tout à l'heure ce qui se passe dans certaines communes, avec le retrait de la République, avec des comportements que nous ne pouvons tolérer, où que nous soyons assis sur ces bancs, quelles que soient nos sensibilités. Et c'est le message très fort qu'a diffusé le Président de la République, en indiquant d'ailleurs que tous les 3 mois, il veillerait à réunir autour de lui, à l'Élysée, dans une réunion de travail, les acteurs de la politique de la ville pour faire le point, pour avancer en totale, bien sûr, concertation avec le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. C'est une vraie politique de relance de la politique de la ville, telle qu'elle n'avait pas été envisagée depuis bien longtemps. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Michel Amiel pour le groupe de La République En Marche, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et concerne les dispositions du PLFSS concernant la prévention des cancers de l'utérus. Alors que le PLFSS que nous étudions en ce moment même au Sénat prévoit de nombreuses innovations, je tenais, Madame la Ministre, à saluer la position du gouvernement pour agir en faveur d'une meilleure prévention des cancers. Selon les recommandations de l'HAS, le dépistage commence chez les femmes à 25 ans pour le cancer du col et à 50 ans pour celui du sein et du côlon.
Dans le cadre de la prévention des cancers féminins, la mise en place d'une consultation spécifique et sa prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour les assurés âgés de 25 ans est essentielle pour diffuser les messages de prévention et permettre un dépistage effectif de la population. Cette consultation offrira en plus d'un dépistage du cancer du col de l'utérus à l'ensemble de la population, d'identifier dans la population féminine les patientes qui auraient besoin d'un dépistage plus précoce, avant 50 ans pour le cancer du sein par exemple. Si je salue donc votre initiative, l'âge de 25 ans pourrait paraître trop tardif pour la prévention primaire. En effet, les outils à disposition tels que le vaccin anti-papillomavirus du col de l'utérus ont démontré leur efficacité quand administrés à des jeunes filles plus jeunes, 12 ans, dans une récente étude au Royaume-Uni. Pour cette raison, je souhaiterais connaître, Madame la Ministre, votre sentiment sur l'instauration d'une première consultation de prévention pour les assurés entre l'âge de 11 et 14 ans, pour faciliter la discussion autour du vaccin, mais pas seulement, et rappeler éventuellement l'utilité de l'activité physique, du contrôle de la charge pondérale et l'évitement de la toxicomanie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Amiel, vous avez raison, la prévention doit être une priorité. Nous avons instauré dans le PLFSS une consultation de prévention gratuite pour les femmes âgées de 25 ans, afin d'identifier leur niveau de risque pour les cancers du sein de façon à ce qu'elles bénéficient d'un dépistage plus précoce et afin de les alerter sur l'utilité du dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis, puisqu'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus serait totalement évitable si l'ensemble des femmes françaises se soumettaient à un frottis tous les 3 ans. Par ailleurs, il existe une prévention primaire par la vaccination anti-HPV et de nombreux pays, notamment l'Angleterre, l'Australie, ont fait des grandes campagnes de vaccination chez l'ensemble des enfants, filles ou garçons, depuis 2007, ce qui a permis une diminution de la prévalence du virus et une diminution de la prévalence du cancer du col et des lésions du col utérin chez 75% des femmes en Australie, ce qui a été vraiment prouvé scientifiquement comme une excellente mesure de prévention primaire. La question qui se pose donc à notre pays est une large campagne de vaccination contre le virus HPV. Pour les filles comme pour les garçons, cela permettrait d'une part de faire diminuer la prévalence du virus HPV dans la population et d'autre part de prévenir chez les jeunes garçons homosexuels le cancer du canal anal ainsi que les cancers ORL. Il faut donc avoir une réflexion plus générale sur la consultation de prévention que l'on pourrait mettre en place pour favoriser la vaccination de l'ensemble de nos jeunes pour le virus HPV. Par ailleurs, vous avez raison, nous devons nous interroger sur l'intérêt d'un dépistage précoce de l'obésité. C'est la raison pour laquelle, avec Jean-Michel Blanquer, nous voulons rendre effective la visite médicale à 6 ans pour tous les enfants, de façon à dépister notamment le surpoids et l'obésité. Donc nous avons une réflexion très large sur l'ensemble des consultations de prévention nécessaires pour être utiles aux Français et nous avons ouvert ce débat aujourd'hui sur la vaccination HPV, mais de façon plus large que simplement la vaccination des jeunes filles. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Joël Labbé pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, chers collègues. D'abord, je suis très déçu que le ministre de l'Agriculture ne puisse être là. J'aurais bien posé mon joker, mais ça ne se fait pas. Alors, je voudrais interpeller le gouvernement concernant le soutien à l'agriculture biologique. En ces temps où l'agriculture dite conventionnelle démontre ses limites au point de ne plus nourrir ses serviteurs que sont les agricultrices et les agriculteurs, un nombre de plus en plus grand de paysannes et paysans choisissent d'engager une transition vers l'agriculture biologique mieux rémunératrice pour les producteurs, plus vertueuse tant pour la fourniture de production de qualité, de préservation de la vie des sols,
des équilibres environnementaux, de la biodiversité, de la qualité des eaux, de la santé humaine, du climat et j'en passe. Aujourd'hui, cette agriculture qui est d'avenir approche les 6,5% de la SAU, représente 7,3% des exploitations et 10,8% des emplois agricoles et elle connaît une croissance exponentielle. Seulement, elle ne perçoit à peine 3% des aides de la PAC qui se chiffrent, je vous le rappelle, à 7,44 milliards d'euros annuels. Alors, et vous, enfin vous lui direz, Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous avez pris la décision que l'État se désengage des aides au maintien pour se recentrer sur les aides à la conversion, estimant que, je le cite, le ministre de l'Agriculture, c'est désormais au marché de soutenir le marché de l'agriculture biologique. Votre message, Monsieur le ministre, est absolument inacceptable et incompréhensible. Cela alors que le président de la République a annoncé la reconnaissance de la valorisation des services environnementaux produits par les agriculteurs à travers un investissement de 200 millions d'euros pour mettre en place rapidement des paiements pour services écosystémiques. Alors ma question, Monsieur le ministre ou Madame la ministre qui va pouvoir me répondre, qu'en est-il de ce financement annoncé par le président de la République? Et enfin, la majorité gouvernementale va-t-elle suivre le groupe de La République En Marche qui a voté un amendement de rétablissement de l'aide au maintien à l'Assemblée nationale? Je vous remercie. Bien. Monsieur Lecornus, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, va vous répondre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Labbé, je vous rassure, le ministre Travert a une bonne raison de ne pas être avec nous cet après-midi pour cette séance de questions au gouvernement, puisqu'il est avec l'ensemble des acteurs d'une filière pour justement négocier une juste répartition de la valeur entre transformateurs et distributeurs. Donc je vais donc fidèlement vous apporter sa réponse et sous l'autorité du Premier ministre, celle du gouvernement. Je vous confirme que l'action du gouvernement vise à conforter et accompagner, Monsieur le sénateur, la filière bio. Vous le savez, nous avons fait le choix en juillet dernier d'un transfert de crédit du pilier 1 de la politique agricole commune vers le pilier 2 pour poursuivre résolument nos actions en faveur du bio et des agriculteurs les plus fragiles, car nous sommes trouvés dans une impasse budgétaire et nous avons souhaité que les aides au bio ne soient pas la variable d'ajustement. Par ce transfert, nous garantissons les aides à la conversion dans la dynamique de croissance qu'elles connaissent. Nous confions désormais aux conseils régionaux le soin de continuer à financer des aides au maintien sur de nouveaux contrats, mais elles devront le faire en responsabilité et sans mobiliser les crédits de l'État. Outre ces aides à la conversion, les agriculteurs bio bénéficient de mesures agro-environnementales. Ils bénéficient naturellement aussi de toutes les autres aides de la PAC qui sera réformée avec notamment cette ambition. Nous avons par ailleurs la conviction qu'il nous faut mener aujourd'hui une réflexion en profondeur sur la filière bio pour son développement dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Comment expliquer que face à une demande croissante des consommateurs pour le bio et après 5 ans d'aide à la conversion, les agriculteurs ne parviennent toujours pas à vendre leurs produits bio à un prix qui leur permette d'en vivre? Il s'agit là du défi à relever dans les prochaines années en amplifiant les efforts de tous pour que la croissance du marché bénéficie aux acteurs de l'agriculture biologique ainsi qu'aux consommateurs. Les agriculteurs bio n'ont pas de raison d'être inquiets car nos objectifs pour le bio sont intacts. Ils sont toujours de passer de 6 à 8% des surfaces cultivées à la fin de la programmation, voire plus, car c'est possible et c'est le sens de notre ambition pour l'agriculture française. Ils sont aussi d'atteindre en 2022 50% de produits bio de qualité et issus des circuits courts dans la restauration collective. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Henri Leroy. Pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. 46 policiers et 16 gendarmes se sont donné la mort depuis le début de l'année. La semaine dernière, 7 membres des forces de l'ordre se sont suicidés. Un suicide par semaine depuis le début de l'année, un suicide par jour la semaine dernière. Ces drames sont épouvantables et nos premières pensées vont aux familles de ces fonctionnaires. Les forces de l'ordre font bien tous les jours leur travail, confrontés à la violence, à une absence totale de respect de l'autorité, parfois même à un rejet de ce que nous sommes. Les forces de l'ordre ne supportent plus le manque de soutien, le manque de moyens et le manque de considération.
Ils ne supportent plus d'être trop souvent nargués par ceux qui ne respectent pas la loi, insultés et menacés sur les réseaux sociaux. La recrudescence des suicides illustre dramatiquement un malaise très profond. C'est un épouvantable révélateur. Votre réponse, Monsieur le Ministre, apparaît malheureusement bien convenue. La prévention des risques psychosociaux est votre priorité. Recrutement des psychologues, redynamisation des cellules de veille, déploiement de réseaux de référents. C'est important, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans et c'est bien loin d'être suffisant. Ne pensez-vous pas qu'il est temps, pour redonner le moral à nos hommes, d'appliquer la loi pénale sur notre territoire, qu'il est temps de sortir de l'angélisme qui nous mène aux polices de sécurité du quotidien et aux travaux d'intérêt général, qu'il est temps de sortir de l'impunité dont bénéficie toute une partie des délinquants en France. Pour vous répondre, la parole est au ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Henri Leroy, c'est avec une grande émotion que nous avons appris la semaine dernière que 6 fonctionnaires de police et 2 fonctionnaires de gendarmerie s'étaient donné la mort. Je veux ici assurer leurs familles, leurs proches, leurs collègues de travail de tout mon soutien, de celui du gouvernement, de celui de l'ensemble de cette Assemblée. Il est toujours difficile d'expliquer de tels gestes, dont les raisons sont multiples, dont les causes sont complexes. Et si ce sont souvent des raisons intimes, de maladie, de vie personnelle, qui expliquent le passage à l'acte, il est incontestable, Monsieur le sénateur, que la dureté des tâches de nos policiers et de nos gendarmes ne peut être éludée. Eux qui doivent maintenir l'ordre public, eux qui sont amenés à lutter contre le terrorisme, eux qui traquent les criminels, les délinquants, sont en effet confrontés sans cesse à la violence, à la désespérance, et oui, cela peut amener à une tension et à un stress extrême. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, de nombreuses actions ont été mises en œuvre pour prévenir de tels actes. Actions pour le soutien psychologique aux agents. Le service dédié est doté de 80 psychologues pour la police et de 38 pour la gendarmerie. Sensibiliser les élèves policiers et gendarmes dès la fin de leur scolarité. Cellules de veille référant à l'accompagnement dans les commissariats et les brigades. Mais pour réagir à cette situation, nous avons demandé dès dimanche au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale de mener une évaluation très précise de ces mesures. Nous en tirerons toutes les conséquences. Je voulais enfin vous dire que le ministre de l'Intérieur va recevoir très rapidement les syndicats de l'ensemble de la police sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Leroy, pour 15 secondes. Oui, Madame la Ministre, votre réponse, malheureusement, montre également que votre logique est de traiter les conséquences plutôt que les causes. Les forces de l'ordre retrouveront le moral lorsque la loi pénale sera appliquée partout sur notre territoire, lorsque les voyous seront traités comme des délinquants et les policiers et les gendarmes respectés comme on le doit. La parole est à notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Des dizaines de milliards d'euros ont été consacrés aux quartiers depuis des décennies. Lorsque l'on pose la question aux habitants sur ce qui a changé, ils vous répondent « rien ou si peu », preuve des échecs successifs des politiques de la ville. Les politiques en faveur des quartiers ont consisté à saupoudrer beaucoup d'argent, une façon d'acheter la paix sociale. Aujourd'hui, après les annonces faites par le Président de la République, quel désespoir pour les habitants de ces quartiers. J'étais maire jusqu'à ces jours derniers d'une commune dont un quartier est classé en politique de la ville. Mon expérience de terrain m'amène à penser que la question de l'avenir de nos banlieues et de nos quartiers en difficulté n'est pas tant une question de moyens qu'une question de volonté. Pour remettre la République au cœur des quartiers, il faut redonner du sens à l'autorité.
Il faut réhabiliter les valeurs de la République, être intransigeant sur leur respect. Et cela doit commencer dès le plus jeune âge. C'est la condition sine qua non pour y retrouver une qualité de vie et l'espoir d'y retrouver un emploi. Le président de la République, en annonçant pour les banlieues des mesures dérogatoires et particulières, bien souvent déjà vues, comme par exemple les emplois francs ou le name and shame, tombe dans le piège de la discrimination positive. Non seulement ces mesures ont peu de chances de porter leurs fruits, mais ne croyez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'elles constituent une entorse à l'égalité républicaine? Ne croyez-vous pas que la discrimination positive, en filigrane du discours du président de la République et inspirée du modèle anglo-saxon, est contraire aux principes fondamentaux d'une République une et indivisible? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je crois que vous n'avez pas raison de dire que rien n'a été fait. Car si moi aussi j'ai pu dresser un bilan négatif d'un certain nombre concernant un certain nombre de constatations sur des quartiers dits prioritaires ou fragiles, il n'en reste pas moins que beaucoup de travail a été fait par des gouvernements successifs et que lorsque l'on va sur le terrain, il est nombre de quartiers où l'on peut constater que beaucoup de travail a été réalisé. Donc quand vous dites l'argent c'est une chose mais ça ne suffit pas, je peux vous suivre. Mais il faut de l'argent et d'ailleurs on nous reproche de ne pas en mettre suffisamment. Mais ce qu'il faut, c'est une volonté. Là vous avez raison, mais là où je ne suis toujours pas d'accord avec vous, c'est qu'il ne s'agit pas de discrimination positive. D'ailleurs, je vous renvoie à celui qui le premier a utilisé ces mots. Eh bien, cette discrimination, ce n'est pas de la discrimination positive que de rattraper, que d'amener dans ces quartiers le droit commun, de rétablir l'accès aux services publics. Il y a des problèmes dans des territoires ruraux, mais il y en a aussi dans nombre de ces quartiers où il y a moins de postes qu'ailleurs, où il y a moins de commissariats qu'ailleurs, et où manifestement nos concitoyens se trouvent confrontés à des difficultés d'accès aux services publics, de mobilité, et avec, il faut bien le dire, des situations exceptionnelles. Quand vous avez des quartiers dans lesquels 60% de la population est allophone, c'est-à-dire ne parle pas le français ou parle une vingtaine de langues, nous sommes obligés de mettre en place et de travailler, ce que nous sommes en train de faire, à des mesures pas spécifiques, des mesures permettant, je l'ai dit, de ramener le droit commun, de ramener la République dans ces quartiers. Et là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'autorité, ce qu'a rappelé très fermement le président de la République, et que dans ces quartiers, la sécurité puisse régner comme ailleurs. Madame Eustache-Brinio. Alors, Monsieur le Ministre, moi je crois que nous aurons gagné et que la politique de la ville aura réussi lorsque la police pourra y travailler sans se faire caillasser, que les enseignants pourront y enseigner en toute quiétude, que les travailleurs sociaux accepteront d'y rester, bref, que les habitants puissent vivre au quotidien dans un climat de paix et de sécurité auquel chacun d'entre nous a le droit. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Martin Lévrier pour le groupe La République En Marche pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Vendredi dernier, vous avez posé le premier jalon de la profonde réforme de l'apprentissage, promise par le candidat Emmanuel Macron. Nous le savons, la France compte aujourd'hui environ 7% de jeunes apprentis, tandis que notre voisin allemand frôle les 15%. Nos entreprises industrielles ne trouvent plus de jeunes à embaucher en apprentissage. Alors même que la rentrée est déjà loin, les centres de formation en apprentissage disposent encore de nombreuses offres qu'ils ne parviennent pas à satisfaire. Situation paradoxale dans un pays dont 23% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Malheureusement, la filière de l'apprentissage est méprisée par les familles, par les jeunes, mais plus globalement par le système. C'est pourtant une voie de la réussite avec plus de 70% d'emplois stables à l'issue. Nous ne pouvons que déplorer ce manque de considération pour l'apprentissage qui facilite non seulement l'insertion professionnelle de nos jeunes, mais qui contribue aussi à permettre à chacun de trouver sa voie. Des jeunes qui ne trouvent pas leur équilibre dans le système scolaire s'épanouissent et réussissent grâce à l'apprentissage.
Ce n'est donc pas un cursus de second rang, mais bien plus une grande voie de réussite en complément de l'éducation nationale, avec des passerelles entre les deux qu'il nous faut renforcer. Aujourd'hui, le système d'apprentissage doit s'adapter aux aspirations des jeunes et aux besoins des entreprises. Il est un outil qui doit remettre en marche l'ascenseur social. Une fois ce constat fait, je tiens à vous renouveler tout mon soutien dans cette réforme qui doit faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et qui transformera notre économie et fera évoluer les mentalités. J'en viens à ma question, Madame la Ministre. Dans le cadre des concertations collectives que vous avez initiées, comment construirez-vous un triptyque solide qui associera entreprises, CFA et régions au service de ces jeunes en recherche d'emploi et de diplômes valorisants? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Martin Lévrier. D'abord, je vous remercie de votre question parce que je sais l'attachement de très nombreux sénateurs qui l'ont montré dans le temps à la question de l'apprentissage, à commencer par son président. Et je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. Aujourd'hui, l'apprentissage est une voie de réussite et pourtant, elle est mal vue et décriée. Pourquoi je dis que c'est une voie de réussite? Parce que 70% des apprentis trouvent un emploi et parce que 1 sur 2 trouve un emploi dans l'entreprise où il a été embauché. Pourtant, il y a de très nombreux obstacles. Et c'est un paradoxe, vous l'avez souligné, au moment où nous avons 1 300 000 jeunes en France qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni à l'université, ni en apprentissage. Et ça, c'est un scandale, c'est un gâchis humain, c'est une perte d'opportunités économiques et c'est un risque pour notre cohésion sociale. Donc oui, l'apprentissage a besoin d'être amplifié, transformé, et c'est une cause, je dirais, qui nous concerne tous. C'est pourquoi nous avons démarré vendredi dernier la concertation avec Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, en présence aussi de Sophie Cluzel, car il y a qu'1% d'handicapés parmi les apprentis, et de Laura Flessel, avec les régions, avec les partenaires sociaux, avec les organismes consulaires, avec les CFA et les professionnels du secteur. Nous pensons que nous ne pouvons pas faire juste une petite réforme, car il y a beaucoup d'obstacles. Un jeune ne sait pas comment trouver l'entreprise, ensuite le CFA, il ne sait pas quels sont les débouchés, s'il va avoir un diplôme, s'il pourra continuer, ce qui est le cas, ses diplômes jusqu'au niveau ingénieur. L'entreprise, je ne vais pas faire la liste maintenant, vous connaissez les entreprises, il y a de très très nombreux obstacles et courses d'obstacles pour les entreprises, à commencer par le fait qu'on peut signer les contrats pendant 2 mois sur 12 et toute une série de règlements qui gênent. Et donc aujourd'hui, oui, cette concertation que j'ai confiée à Sylvie Brunet, qui préside la session Travail-Emploi du CESE, est pour nous très importante et j'aurai l'honneur de vous présenter au printemps prochain un projet de loi qui intégrera cette dimension de la transformation de l'apprentissage. C'est l'avenir de notre jeunesse qui est en cause et je vous remercie d'avance de votre soutien. Merci. La parole est maintenant notre collègue Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'étais à Tourcoing ce matin pour entendre le discours du Président de la République sur la politique de la ville. Un discours de conviction et, je pense, sincère. Dans ce domaine si complexe, si sensible, il n'y a pas d'ancien monde ou de nouveau monde, il y a à créer les conditions d'un monde juste où il n'y a pas de quartier perdu pour la République. Emmanuel Macron a rappelé avec raison qu'il faut casser le cercle vicieux de l'assignation de fait à résidence et, disons-le, des ghettos. Il a raison d'affirmer que ces quartiers ne doivent pas s'habituer à l'insécurité. Il a raison de dénoncer le poids grandissant dans certains quartiers d'un islam radical, sans angélisme, mais aussi sans amalgame. En rappelant ses priorités, ses valeurs, Emmanuel Macron n'a pas remis en cause l'action du gouvernement précédent, des gouvernements précédents, qui avait établi une nouvelle géographie prioritaire, lancé avec succès l'ANRU 2, renforcé la loi SRU, créé les conseils citoyens, établi dans chaque contrat de ville un plan d'action contre la radicalisation, mis en œuvre la garantie jeune, rétabli les moyens au secteur associatif que la droite avait largement amputé, ou créé aussi le testing contre les discriminations. Mais, Monsieur le Premier ministre, où est la cohérence entre la création expérimentale des emplois francs et la baisse drastique des emplois aidés? Où est la cohérence entre l'annonce de milliards supplémentaires pour l'ANRU et le garrot financier imposé aux bailleurs sociaux sans qui il n'y a pas de rénovation urbaine? Où est la cohérence entre le principe affiché
d'une sanctuarisation des crédits de la politique de la ville et la suppression de 46 millions d'euros d'actions en plein été 2017. Monsieur le Premier ministre, il y a l'épreuve des mots, il y a l'épreuve des faits. Alors oui à une mobilisation nationale dans le respect des 5,5 millions d'habitants qui vivent dans ces 1500 quartiers, mais surtout pas dans une logique comptable. Ces habitants n'ont pas à se justifier de leur appartenance à la République française. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur Mézard, vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre Caner, vous savez, je ne ferai ni le panégyrique ni la critique de l'action que vous avez menée comme ministre de la Ville. Je crois qu'aujourd'hui, où nous venons de rendre globalement hommage à Georges Clemenceau, il est nécessaire d'avoir une vision qui dépasse ces critiques que nous échangeons de manière très démocratique. Vous avez raison de saluer les propos du Président de la République. Il a pris conscience, comme le Premier ministre, de la car dans sa campagne électorale, il avait beaucoup insisté sur ces questions de politique de la ville. Eh bien, il a très clairement exprimé la volonté de l'État d'avoir une forte politique pour aller de l'avant, pour faire un plan de relance de cette politique de la ville. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme de la politique de la ville est aujourd'hui le plus approprié. Il n'en reste pas moins que ce plan de relance que nous allons présenter ça a été dit ce matin, pour la fin du mois de février, nous le ferons en concertation, nous le ferons en co-construction, tant avec les collectivités locales qui sont en première ligne sur ces dossiers, qu'avec les associations, qu'avec les conseils citoyens, parce que cette co-construction, elle est indispensable pour tenter de réussir cet enjeu qui est absolument aujourd'hui fondamental, car nous sommes tous confrontés dans nos communes, dans nos départements, à ces difficultés. Vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, qu'il y avait eu ce périmètre avec plus de 1500 quartiers prioritaires. Je ne sais pas si c'était le bon découpage, on ne va pas le remettre en cause. Ce qu'il faut, ce sont des mesures fortes, des mesures interministérielles portées par l'ensemble du gouvernement, avec le concours, la concertation des collectivités et de tous ceux qui ont compris et qui savent aujourd'hui que c'est un enjeu national. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci. Je vous rappelle que nos prochaines questions d'actualité auront lieu le jeudi 23 novembre, retransmises sur Public Sénat et France 3. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 17h50. Pour la suite de l'examen. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Une séance marquée par plusieurs temps forts autour de la politique de la ville. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Elle a suivi cette séance pour nous. Absolument, Delphine, vous venez de le dire, plusieurs questions tout d'abord sur la politique de la ville, alors que Emmanuel Macron était hier à Clichy-sous-Bois pour lancer son plan en faveur des quartiers populaires, et alors qu'on a appris ce matin que Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de la ville, va donc aider le chef de l'État dans la mise en œuvre de ce plan. Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, a rappelé l'engagement du chef de l'État et du gouvernement sur cette question. C'est une vraie politique, une relance de la politique de la ville telle qu'elle n'avait pas été engagée depuis très longtemps. Un plan qui sera présenté en février prochain, a déclaré a annoncé Jacques Mézard. Un autre sujet, un sujet difficile, la détresse des forces de l'ordre, avec une question du républicain Henri Leroy. Un suicide par semaine depuis le début de l'année, un suicide par jour depuis le début de la semaine. Que comptez-vous faire pour répondre à cette détresse, a interpellé, a martelé le sénateur. Le gouvernement prend pleinement conscience de ces drames, lui a répondu la ministre Jacqueline Gourault. Et puis un tout autre sujet, l'agriculture biologique, avec la question cette fois-ci de Joël Labbé. Vous avez décidé de vous désengager des aides au maintien à cette agriculture, une décision inacceptable et incompréhensible pour le sénateur écologiste. Les agriculteurs bénéficieront d'aides à la conversion, mais donc pas au soutien à l'agriculteur biologique, des aides à la conversion. Mais nous avons la conviction qu'il faut lancer une véritable réflexion sur la question. Lui a répondu Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Voilà donc Delphine pour cette séance de questions d'actualité.
Merci à vous, Saveria. Et on retourne salle des conférences pour une première réaction. Au micro de Tam Train Nuit, vous êtes avec Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, sur la question du consentement après ces différentes affaires de mineurs violés. Oui, effectivement, Nicole Belloubet, vous avez déclaré que 13 ans était envisageable comme âge minimum de consentement à un acte sexuel. Est-ce que ce n'est pas trop jeune? Le débat est ouvert sur cette question aujourd'hui. Oui, absolument, le débat est ouvert. Ce que nous savons, c'est que nous voulons encore mieux protéger les enfants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pour ce faire, nous imaginons que rendre un âge limite où la présomption de consentement sera présumée ne pas exister est indispensable pour mieux assurer cette protection. Cela étant, je suis parfaitement consciente des enjeux juridiques que cela suppose et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une réflexion un peu plus aboutie avant d'avancer de manière absolument certaine sur le seuil. 13 ans, 14 ans, 15 ans, il y a des expériences européennes qui prennent appui sur ces différents âges et donc nous allons voir ce qui est le mieux adapté. L'Espagne est passée de 13 à 16 ans en 2015, a décidé donc d'avancer cet âge. Oui, je vous dis, il y a des expériences européennes différentes et donc nous allons prendre appui sur ces expériences, dialoguer également avec les parlementaires qui sont impliqués sur ces questions-là pour choisir la meilleure option possible. Donc la réflexion est complètement ouverte, vous n'êtes pas encore fixé? Non, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous étudions toutes les possibilités. Ce que nous savons, c'est que nous allons réellement fixer un seuil en deçà duquel il y aura une présomption de non-consentement. Le débat est également ouvert sur la question de l'allongement du délai de prescription en cas de viol sur mineur. Faut-il faire entrer l'amnésie traumatique dans le droit? C'est la demande d'une tribune aujourd'hui d'une journaliste qui a été violée dans son enfance et qui a subi cette amnésie traumatique et qui fait cette demande aujourd'hui. Alors comme vous le savez, il y a un rapport qui a été rendu sur ces questions-là. Ce rapport propose d'augmenter le seuil de la prescription de 20 ans pour le passer à 30 ans. A priori, nous ne voyons aucun obstacle juridique pour aller en ce sens. Au contraire, bien entendu, comme dans toutes ces questions-là, la question de la preuve demeure importante. Alors le temps peut à la fois permettre de faire remonter des éléments qui permettront de reconstituer la preuve. En tout cas, nous ne pourrons pas nous en abstraire. Une toute dernière question sur la réflexion en cours sur la révision constitutionnelle, puisque Gérard Larcher demain réunit les présidents de groupe du Sénat, preuve que la réflexion avance à la Chambre haute. Est-ce que vous êtes confiante dans le fait que cette révision puisse aboutir? On sait qu'il y a toujours cette épine de la question du cumul de mandats dans le temps. Je suis parfaitement confiante dans l'aboutissement du processus de révision constitutionnelle. Le président de la République s'y était engagé. Des contacts, bien entendu, ont déjà été pris avec le président du Sénat, avec le président de l'Assemblée nationale. Et bien entendu, nous travaillons sur plusieurs hypothèses et nous allons évidemment faire converger les points de vue. Du moins, je l'espère et j'en suis certaine. Merci beaucoup, Madame Belloubet, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. Et ça a été évoqué en séance, les mesures annoncées ce matin par Emmanuel Macron pour les banlieues. Le président qui veut en finir avec son image de président des riches et renouer avec les habitants des quartiers populaires. Flora Sauvage. Un discours fleuve pour restaurer la confiance dans les quartiers populaires. À Tourcoing ce matin, Emmanuel Macron a appelé à une mobilisation nationale pour les territoires en difficulté. Aujourd'hui en France, 5 millions de personnes vivent dans 1500 quartiers les plus pauvres. Le chef de l'État espère ainsi gommer son image de président des riches. Le combat que nous devons ici conduire, c'est évidemment de restaurer la République dans toutes ses composantes. Et je ne peux pas demander à un jeune de croire dans la République quand elle n'est pas à la hauteur. Parmi les nouvelles mesures, le chef de l'État annonce le retour des emplois francs dès le 1er janvier. Lancé en 2013, le dispositif avait été abandonné, les conditions étant trop restrictives. Cette fois, les entreprises qui recruteront dans les quartiers populaires recevront 5 000 € par an pendant 3 ans pour une embauche en CDI et 2 500 € par an pour un CDD de plus de 2 ans. Un dispositif expérimental pour répondre aux critiques contre la suppression des contrats aidés. Un contrat aidé, ça n'est pas la bonne solution quand il n'y a pas une formation à la clé qui permet de trouver un emploi. Qui veut un contrat aidé? Que ceux qui les défendent les prennent. Ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas un contrat d'1 an où on tremble à la fin de chaque année pour savoir si on nous le redonnera, où il n'y a pas de qualification à la fin du contrat aidé, enfin. Dans un contexte budgétaire tendu,
Emmanuel Macron a affirmé que personne ne perdra le moindre crédit sur 2018 dans les communes concernées par la politique de la ville. Enfin, le chef de l'État a promis une quinzaine de plans de lutte contre la radicalisation d'ici au début de l'année prochaine. Et on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction. Au micro de Tam Tranui, vous êtes avec Marc-Philippe Daubresse, sénateur des Républicains du Nord, ancien ministre du Logement. Oui, Marc-Philippe Daubresse, vous avez fait partie de ces élus qui ont rencontré hier le président de la République. Est-ce que pour vous, il y a eu un réel dialogue de fond sur cette question de la politique de la ville avec le chef de l'État ? Non, on a démarré une première séance où on lui a expliqué, d'ailleurs, toute tendance politique confondue, qu'on était très sceptique et sur sa politique du logement et sur sa politique de la ville, compte tenu des annonces qui ont été faites cet été et qui vont complètement à contrario de ce qu'il faudrait faire dans ces quartiers en difficulté, à peu près 6 millions de personnes qui connaissent un taux de chômage 2 fois plus élevé que dans le reste du pays. Donc on a démarré une discussion, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un dialogue. Et à contrario de son discours d'aujourd'hui qui a appelé à une mobilisation nationale pour les quartiers ? Écoutez, moi j'ai été aux côtés de Jean-Louis Borloo, un ministre qui a mis en place le plan le plus important en faveur des quartiers défavorisés il y a une douzaine d'années. Je constate qu'aujourd'hui il y a beaucoup de convictions dans ce que dit le président de la République, mais que les moyens ne sont pas au rendez-vous et qu'il y a surtout beaucoup de contradictions quand on explique qu'on va augmenter fortement le budget de la rénovation urbaine dans les quartiers et qu'en fait l'essentiel de l'effort on le fait porter sur les organismes HLM qui, eux, se font purger à l'occasion de la politique du logement et de la baisse des loyers. Je précise que vous étiez un ancien ministre du Logement, vous connaissez bien la situation des organismes HLM. Et donc on a une incohérence complète. Vous savez, la rénovation urbaine, c'est 3/5 d'efforts des HLM et d'Action Logement, c'est 1/5 de l'État et c'est 1/5 des collectivités. Si vous tuez déjà avant de commencer les 3/5 qui sont majeurs pour transformer ces quartiers, vous n'y arriverez pas. De même que quand vous dites que vous sanctuarisez les crédits alors qu'on a supprimé une bonne partie des contrats aidés qui sont la seule bouée de sauvetage aujourd'hui pour les personnes en difficulté qui n'ont pas d'emploi dans ces quartiers, vous n'êtes pas cohérent. Mais la droite n'a jamais été très favorable aux contrats aidés non plus. Je ne dis pas ça comme vous, parce que quand j'étais en responsabilité avec Jean-Louis Borloo, nous avons maintenu un niveau significatif de contrats aidés et nous avons essayé de faire des circuits d'insertion et de formation, justement en relançant la dynamique du bâtiment et en proposant des emplois dans ce secteur où on crée facilement et rapidement de l'emploi. Que pensez-vous des emplois francs, alors cette proposition d'Emmanuel Macron ? Les emplois francs, on les avait sortis aussi il y a quelques années. Là, d'abord, ça ne va concerner qu'un quart des quartiers en difficulté, pas tous les quartiers en difficulté qui en auraient bien besoin. Et puis, derrière, quelle va être la réponse des chefs d'entreprise qui se trouvent confrontés à une difficulté économique? On n'est pas sûr du tout qu'il y aura une réponse rapide, même si vous baissez les charges sociales et vous donnez des aides publiques significatives. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas suffisant et ça ne fait pas un plan en tout cas. Merci beaucoup Marc-Philippe Daubresse d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam Tranui, pour cette nouvelle réaction en direct. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bernard Delcros. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste du Cantal, vice-président de la Commission des finances du Sénat. On l'a vu cet après-midi, le Sénat a une nouvelle fois rejeté le projet de loi de finances rectificative. Vous regrettez ce rejet ? Oui, je le regrette. Le Sénat a fait un progrès aujourd'hui par rapport à la semaine dernière, mais pas suffisant pour que ce texte soit adopté. Je rappelle la situation, elle est simple. Suite à la décision du Conseil constitutionnel d'octobre dernier, l'État doit rembourser, est confronté à cette obligation, il doit rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises qui ont été touchées par la taxe sur les dividendes qui a été mise en place en 2012. Donc, la situation elle est simple. L'État doit rembourser 10 milliards d'euros. Comment fait-on ? Quelle solution a-t-on ? Fait-on supporter ces 10 milliards d'euros aux contribuables français ? Décide-t-on d'accroître notre déficit du montant de 10 milliards d'euros, de laisser filer l'endettement ? Il n'y a aucune solution alternative qui a été proposée à la solution du gouvernement que nous avons défendue. Ce que propose le gouvernement, c'est pour 2017 d'instaurer une taxe exceptionnelle pour une année sur l'impôt sur les sociétés, des sociétés, je le rappelle, qui réalisent plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, avec un système progressif. Voilà. Et pour la moitié de cette somme, et l'autre moitié sera assumée par le budget de l'État en 2018. Je pense que c'est une décision, c'est une proposition qui est à la fois pragmatique,
réaliste et responsable. On ne peut pas creuser davantage les déficits, on ne peut pas laisser filer notre endettement. D'abord, ce n'est pas conforme à nos engagements européens et ce ne serait pas responsable vis-à-vis des générations qui viennent. Donc la proposition qui a été faite par le gouvernement est responsable. La semaine dernière, le Sénat s'est trouvé une majorité qui s'est dégagée au Sénat pour rejeter l'article 1er et supprimer cette taxe. Aujourd'hui, le Sénat a adopté l'article 1er qui instaure cette taxe, mais à la fin, il s'est aussi dégagé une majorité pour rejeter l'ensemble du texte, ce qui, avouez-le, de mon point de vue, en tous les cas, manque de cohérence. Alors, Bernard Delcros du Sénat intervient aussi dans un contexte particulier, puisqu'il y a eu la publication hier matin du rapport de l'inspection générale des finances demandé par le ministre Bruno Le Maire. Il avait estimé qu'il y avait un véritable scandale d'État. Il avait parlé d'amateurisme fiscal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec les conclusions de l'IGF, on peut toujours tenir ce langage? Alors, l'IGF fait ressortir qu'effectivement, il y a des responsabilités qui sont partagées, mais vous savez, aujourd'hui, la situation, c'est que l'État doit rendre 10 milliards, c'est ça qui compte. Alors, on peut toujours le regretter, on peut toujours chercher des responsables, voire des coupables, en aucun cas, ça ne permet de trouver une solution. Donc, pour moi, ce qui compte aujourd'hui... Mais ce n'est pas un scandale d'État, c'est ce qu'a dit la gauche aujourd'hui en séance. Je pense que ce n'est pas un scandale d'État. Il y a une taxe qui avait été instaurée sur les dividendes. Elle a été d'abord censurée en partie par la Cour de justice de l'Union européenne, puis complètement, plus récemment, par le Conseil constitutionnel. Bon, pourquoi en est-on arrivé là? Est-ce qu'aurait-on pu anticiper finalement cette inconstitutionnalité en fait, de cette mesure? Sans doute, mais franchement, je pense que ça ne sert à rien de chercher des responsables. D'ailleurs, les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'une taxe a été mise en place, comme celle qui est proposée. Ça a été déjà le cas en 2011 pour faire face à la crise. Moi, vous savez, je pense qu'en toute objectivité, donc c'est une erreur collective pour vous? Oui, c'est une erreur. L'erreur, elle incombe d'abord à ceux qui l'ont mise en place. Mais personne. Donc le gouvernement précédent? Oui, mais personne n'est à l'abri, dans des mesures qui sont prises, personne n'est à l'abri d'un moment de prendre une décision qui se trouve pas conforme à nos règles et à notre Constitution. Je pense d'ailleurs que ça doit nous amener à réfléchir sur sécuriser mieux les décisions fiscales, les décisions financières qui sont prises à l'avenir. Donc je sais que les uns et les autres réfléchissent aux procédures qu'on pourrait mettre en place pour mieux sécuriser. Il y a des pistes de réflexion avancées dans le rapport justement. Oui, il y a des pistes de réflexion pour éviter qu'on se retrouve face à des situations comme celle-là. Mais avouez qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de trouver dans l'urgence. Parce qu'il faut rembourser la moitié en 2017. Parce qu'il y a des intérêts moratoires qui courent pour les entreprises. On est à près de 1 milliard d'euros d'intérêts moratoires aujourd'hui. Alors moi, je pense que plutôt que se perdre dans des débats qui, de toute façon, ne permettront pas de trouver une solution, ce qui compte, c'est d'apporter une solution en responsabilité. Ouais. Comment on fait pour justement faire revenir cette stabilité dans les lois fiscales pour les années à venir? Je pense que nos priorités, elles sont simples. Nos priorités, c'est que encore une fois, en toute responsabilité, en toute objectivité, pas dans le cadre de postures politiciennes, nous devons tout faire pour réduire notre déficit. On est à 2200 milliards de dettes aujourd'hui, pratiquement 100% du BIP. Comment pouvons-nous, en responsabilité, imaginer accroître encore cet endettement et laisser cette dette à payer finalement à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations qui viennent? Donc ça doit être une priorité. Simplement, il faut le faire de manière juste. Et aujourd'hui, dire que l'on peut prélever 10 milliards sur notre budget, je pense que ce n'est pas responsable au regard de tous ces objectifs que l'on doit partager. En fait, au fond, je pense que nous les partageons et que simplement, il faut sortir de postures politiciennes pour vraiment essayer de se rassembler autour d'objectifs partagés et en toute, comment je vais dire ça, en toute objectivité, voilà. Avec un seul objectif qui est celui de l'intérêt général. Pour moi, c'est ça qui compte. Où est l'intérêt général? Et essayons d'aller ensemble vers l'intérêt général, en sachant qu'on peut évidemment avoir des positions différentes. Avant de poursuivre sur ce thème, je vous propose d'écouter maintenant la réaction de Patrick Kanner, l'ancien ministre de la Ville, sénateur socialiste du Nord. Il a répondu aux questions de Thème Train justement sur les mesures annoncées ce matin par Emmanuel Macron en faveur des quartiers populaires. Oui, Patrick Kanner, bonjour. Alors, 1h20 d'un discours fleuve sur la politique de la ville. Ce matin, appelant à une mobilisation nationale pour les quartiers de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez été satisfait par les paroles du chef de l'État? Un discours manifestement de conviction et très sincère.
Et puis, l'ancien ministre de la Ville que je suis, sous l'autorité de François Hollande, a beaucoup apprécié le fait que les priorités de l'actuel président concordent parfaitement avec celles qui ont été les nôtres sur de très nombreux aspects. Il vous a d'ailleurs cité lors de son discours. Il m'a cité sur le testing contre les discriminations qu'il veut amplifier. Vous savez, un président de la République qui dit finalement ce qui a été fait n'est pas si mal et on a envie d'amplifier, je ne veux pas être contre. Là, on n'est plus dans l'ancien monde ou dans le nouveau monde. On est dans le monde qui est juste, à savoir permettre à chaque quartier de ne pas être oublié par la République. Seul problème, c'est que les premières mesures qui ont été prises depuis l'avènement de M. Macron ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. Et donc je suis perplexe. Quand on dit mais plus de milliards pour la rénovation urbaine, favorable. Mais en même temps, on affaiblit les bailleurs sociaux par la baisse de l'APL et la prise en charge de cette baisse par les bailleurs sociaux. Quand on dit aux emplois francs, on va les créer, on va les développer, mais en même temps, on diminue drastiquement et de manière générale les emplois aidés. Donc, vous voyez... Il y a une inadéquation entre le discours et les actes, les premiers actes pour vous? Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que les premiers actes ne vont pas dans le sens souhaité et qu'il y aura l'épreuve des mots et l'épreuve des faits. En la matière, donc je serai d'une très très grande vigilance parce que j'estime que ces quartiers, et là je rejoins parfaitement le président de la République, ne demandent pas de la charité, ils ne demandent pas de la compassion, ils demandent les mêmes droits que tous les autres, le droit commun. C'était le travail que j'ai mené, sûrement imparfaitement, mais comme tous les ministres de la ville, vous savez, nous sommes devant un enjeu majeur, 5,5 millions de personnes qui vivent dans la difficulté, souvent la pauvreté, l'insécurité dans bien souvent des cas, avec de nouveaux défis comme l'islam radical. Donc une mobilisation nationale, moi j'y suis favorable. Ce que je veux simplement, c'est que les moyens et les décisions politiques suivent ce beau discours qui a été prononcé ce matin par le président de la République et que aurait pu aussi prononcer François Hollande. Comme quoi l'ancien monde peut avoir parfois un monde d'avance. Était-ce une séance de rattrapage pour Emmanuel Macron qui avait été largement critiqué sur ce sujet ces derniers mois? On se rappelle notamment de l'appel de Grigny qui a eu et qui a estimé qu'il n'y avait ni les moyens ni le discours pour le coup il y a quelques jours. Rappelez-vous, l'appel de Grigny était porté par des élus qui justement regardaient les premières décisions. Et à juste titre, ils ont dit attention, danger. C'était peut-être pas parfait sous la période précédente, mais au moins on avait un sens politique, on avait des moyens disponibles. Ils ont voulu rappeler simplement au président de la République les engagements qui étaient ceux de sa campagne. Aujourd'hui, le président fait un discours que je qualifierais de rassurant, mais pour être totalement rassuré, je verrai les arbitrages budgétaires et surtout les mesures qui seront prises concrètement l'année prochaine. Merci beaucoup Patrick Caner. Vous attendez donc les actes. Merci à vous, Tam. Bernard Delcros, est-ce que c'était une séance de rattrapage d'Emmanuel Macron auprès des quartiers populaires, des banlieues, pour notamment gommer cette image de président des riches qui lui colle à la peau depuis la mise en place de ces politiques fiscales notamment? Je ne sais pas si c'était une séance de rattrapage, mais en tous les cas, je pense que c'était important qu'il envoie ce message. Il y a un vrai sujet sur la ville. Nous savons aussi que la politique de la ville, pour être efficace, elle doit s'inscrire dans la durée. On ne peut pas avoir, il n'y a pas de coup de baguette magique, on ne peut pas avoir de réponse immédiate. On doit s'inscrire dans la durée et surtout, on doit donner une vision, des perspectives, de la visibilité à tous les acteurs de la politique de la ville. J'en profite pour dire d'ailleurs que ce qui vaut pour la ville vaut aussi sur des problématiques différentes, bien entendu. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le milieu rural, ça s'appelle une politique d'aménagement des territoires. Donc une politique d'aménagement du territoire doit s'inscrire dans la durée. C'est ça qui compte. Est-ce qu'il n'y a pas de cohérence, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Je dis qu'il n'y a pas de visibilité sur une politique d'aménagement du territoire, aussi bien pour le milieu urbain, pour la ville, pour les quartiers difficiles, que pour le milieu rural, dans lequel, depuis très longtemps, la fracture, finalement, sociale et la fracture territoriale s'accroît. Donc je pense qu'il est important que le président de la République, le gouvernement, trace des lignes sur la ville comme sur le milieu rural pour donner de la visibilité, inscrire les actions dans la durée, parce qu'encore une fois, pour l'un comme pour l'autre, les résultats, ils ne peuvent pas être immédiats. Ils s'inscrivent dans la durée, ils s'engrangent au fil du temps. Il s'agit de changer vraiment la manière d'approcher ces problèmes-là par une vision globale, par une perspective tracée. Certains élus, notamment, je pense à Stéphane Troussel, le président du département de la Seine-Saint-Denis, a parlé d'un enterrement de première classe en ce qui concerne la politique de la ville. Je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas, en toute objectivité. Je pense qu'il y a une réelle volonté du président de la République de pouvoir agir. Vous avez noté qu'il a confié une mission à Jean-Louis Borloo, qui connaît ces sujets, qui a fait ses preuves. Pas de manière théorique, mais de manière concrète sur le terrain, avec des vrais résultats. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté du président de la République de pouvoir apporter des solutions. Encore une fois, ça ne peut pas être des solutions immédiates, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miraculeuse. Ça s'inscrit tout ça dans la durée, dans une politique structurée, stable,
avec un objectif bien affiché. Eh bien, merci beaucoup Bernard Delcros d'avoir été l'invité de Sénat 360. C'est d'ailleurs la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne soirée à tous et à demain.